Je laisse tout de suite la parole à Moustapha Meki. Merci Guilhem. Je vais commencer par remercier Guilhem et Anne pour l'organisation de ce colloque. Je sais ce que ça demande comme sacrifice et d'efforts avec de mauvaises surprises venant des différents intervenants qui ne viennent pas le matin, qui ne viennent pas au déjeuner et qui viennent plus tard. Mais j'aurais dû envoyer un éventuel remplaçant ou un clone, mais voilà, je suis là en personne et Anne, oui, j'existe, je te remercie, je sais plus où t'es là, c'était pas drôle d'ailleurs. Bon, alors, reprenons. Je suis censé aborder une question qui n'a rien de très intelligent, puisque on va faire du droit, par rapport à tout ce qui a pu être dit ce matin et en début d'après-midi, et beaucoup moins intelligent parce que ce n'est pas véritablement du droit, mais surtout les métiers du droit. Donc je vais essayer en tout cas de vous expliquer dans quelle mesure l'intelligence artificielle pourrait avoir un impact, des incidences directes ou indirectes sur ces différents métiers du droit. D'abord, l'idée générale, lorsqu'on parle d'intelligence artificielle et qu'on parle des métiers du droit, revient à chaque fois le vocabulaire assez classique de disruption, de disparition, d'obsolescence programmée du juriste en raison justement du développement du numérique en général et de l'intelligence artificielle en particulier. Alors vous allez voir que ce grand remplacement qu'on a utilisé dans un autre contexte mais qui est parfois utilisé dans le contexte numérique, ce grand remplacement est une vue de l'esprit et que le juriste a encore toute sa place, le vrai juriste, puisque ça pourrait être un juriste artificiel, mais le juriste humain a toute sa place et c'est ce que l'on va essayer de voir ensemble. Je ne reviendrai pas sur les définitions qui, à mon sens, même si je n'étais pas là ce matin, ont été plusieurs fois évoquées. Une technique, une science, des définitions qui sont tirées soit de dictionnaires généraux, soit de dictionnaires juridiques, voire de dictionnaires plus scientifiques. Je me contenterai simplement de dire que l'intelligence artificielle touche tous les domaines. On l'a vu à travers la santé, les transports ou d'autres domaines de ce type, et notamment le droit. Alors dans le cadre du droit, c'est encore une intelligence artificielle faible, mais je crois que cette intelligence artificielle faible, elle est dominante également dans les autres matières. Une intelligence artificielle faible qui est capable d'apprendre maintenant avec le machine learning et le deep learning, qui est une capacité d'apprentissage un peu plus approfondie, mais nous ne sommes pas encore à l'intelligence artificielle forte qui permettrait véritablement d'assimiler l'intelligence artificielle à l'intelligence humaine, même si, comme l'a très bien dit Julia Guilhem, il y a des intelligences artificielles, il y a même des définitions plus ou moins larges de ce qu'est l'intelligence artificielle. Alors en droit, cette intelligence artificielle ne peut exister que parce qu'on lui a préparé le terrain d'une certaine manière. Vous avez le big data, ce traitement de données de masse qui permet à l'intelligence artificielle de fonctionner, les algorithmes sans lesquels l'intelligence artificielle ne serait rien. Et puis en droit en particulier, et pour les métiers du droit plus spécialement, vous avez toute une série de registres numériques, de plateformes numériques qui, grâce à une certaine interopérabilité, vont permettre à l'intelligence artificielle de progresser et d'étendre son champ d'application. Quand on évoque l'intelligence artificielle en droit, il y a plusieurs utilisations qui sont aujourd'hui à l'honneur. Vous avez la possibilité d'analyser des documents. Cette analyse de documents permet par exemple ce qu'on appelle le e-discovery. Le principe même de discovery, c'est de donner à la partie adverse l'ensemble des informations que vous avez à votre disposition. Et très souvent, ce sont des centaines de milliers, voire des millions de pages qui sont mises à la disposition du client. Et lorsqu'il s'agit de solliciter des personnes physiques pour étudier ces documents, eh bien, ça peut mettre plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années. Grâce à l'intelligence artificielle, eh bien, on peut avoir une analyse beaucoup plus rapide de ces différents documents. Vous avez également le contract analytics, qui sont des logiciels qui permettent une rédaction intelligente du contrat, avec des systèmes d'alerte, de bulles, qui permettent de vérifier que vous n'avez pas oublié quelque chose ou qu'un des éléments n'est pas contraire à un texte nouveau. Vous avez également une possibilité de procéder à une analyse du temps de gestion des relations clients, et qui permet là de rationaliser éventuellement l'organisation d'une entreprise. En tout cas, les applications de cette intelligence artificielle sont nombreuses, et l'une d'entre elles, qui sera évoquée tout à l'heure et qui est l'une des plus célèbres, c'est la justice prédictive, les logiciels de probabilité qui sont utilisés. On l'a vu tout à l'heure dans le cadre de la santé, ça ne fonctionne pas, c'est plutôt rassurant, mais a priori, ça fonctionne
dans une certaine mesure, pour ce qui est du contentieux quantitatif, où il s'agit d'évaluer des montants. C'est un point sur lequel je reviendrai très rapidement, puisque c'est un point qu'abordera mon collègue tout à l'heure. Alors, il faut bien avoir conscience d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle bénéficie d'une certaine faveur, une faveur politique notamment, au nom de ce qu'on peut appeler un principe d'innovation. C'est-à-dire que la plupart des rapports qui sont publiés, la plupart des discours politiques consistent à dire qu'il faut absolument maîtriser l'intelligence artificielle si on veut maîtriser l'économie de demain, si on veut maîtriser le monde, qui est la phrase de Poutine, hein, celui qui maîtrisera le monde, demain sera celui qui maîtrise l'intelligence artificielle. Et nos politiques, en tout cas, sont très convaincus de cette idée que l'intelligence artificielle est le nerf de la guerre. Le problème, c'est que avec l'intelligence artificielle, eh bien, il y a toute une philosophie à laquelle on peut ne pas adhérer, à laquelle je n'adhère pas personnellement, mais il faut en avoir conscience. C'est l'idée que nous vivons dans un capitalisme exacerbé, capitalisme cognitif, c'est le capitalisme des données, de l'information, un capitalisme ultra-libéral dans lequel on essaye de retirer un maximum d'humains pour encourager l'automaticité, et tout ce qui pourrait être relevé de l'aléa de l'intervention humaine, eh bien, est écarté dans la mesure du possible. C'est une gouvernance par les nombres, où la quantité l'emporte sur la qualité, où tout fait l'objet d'une normalisation, de statistiques. Donc est-ce qu'on a envie de vivre dans un monde comme celui-ci ? Pas moi, mais il faut donc faire très attention à l'utilisation qui est faite de l'intelligence artificielle qui bénéficie de ce principe, je vous ai dit, d'innovation qui est au centre de la plupart des discours. Si on ne veut pas que demain, notamment, puisque c'est mon sujet, que demain les métiers du droit soient principalement exercés par des entreprises comme Carrefour ou Google, et si on ne veut pas que les vrais juristes deviennent de simples ouvriers numériques, qui serait une nouvelle forme de travail à la chaîne, eh bien il faut justement canaliser cette intelligence artificielle et essayer de l'utiliser intelligemment, mais intelligemment, c'est-à-dire avec une certaine intelligence humaine. Donc, à ce principe d'innovation, je crois qu'il faut opposer, ou en tout cas utiliser comme contrepoids, le principe de précaution, assez fréquemment utilisé d'ailleurs pour équilibrer les deux plateaux de la balance. Et je vais essayer justement d'évoquer ces deux aspects assez brièvement, puisque je n'ai que 20 minutes. Un principe d'abord d'innovation, qui fait que l'intelligence artificielle aujourd'hui est surtout mise au service des métiers du droit. Et puis, dans un deuxième temps, un principe de précaution, parce que si on y prend garde, eh bien, on se rend compte que l'intelligence artificielle pourrait porter atteinte à ce qui fait la richesse du droit aujourd'hui et à la richesse de l'intervention des juristes professionnels. Alors, dans un premier temps, donc, cette intelligence artificielle au service des métiers du droit, au nom d'un principe d'innovation, il faut comprendre que le cadre est plutôt favorable. Tout est numérisé aujourd'hui. Des plateformes numériques sont développées par toutes les professions, hein, les huissiers de justice, les greffiers des tribunaux de commerce, les notaires, qui ne cessent de multiplier les plateformes numériques. Vous avez des registres numériques également, qui ne cessent de se développer, que ce soit pour les greffiers des tribunaux de commerce par le biais de la technologie des blockchains de consortium, mais même chose pour les notaires qui ont mis en place très récemment une blockchain de consortium et qui tentent de développer justement des registres avec des données qui sont censées être sécurisées. J'y reviendrai, c'est un élément fondamental pour l'intelligence artificielle. Vous avez des modes d'échange et de communication qui aujourd'hui sont numérisés, le RPVA pour les avocats, et au sein même de l'entreprise, les modes de communication sont numérisés. Tout est fait par le biais d'outils numériques, ce qui va poser de nombreuses difficultés, mais on voit bien que la toile de fond est favorable au développement de l'intelligence artificielle. Et puis la loi elle-même, et il y a d'ailleurs une formule assez déterminante dans la loi du 19 novembre 2016 qui dit la chose suivante, et les termes sont quand même assez caractéristiques, la loi enjoint aux professions de proposer des relations numériques et des services en ligne. Donc il ne s'agit même plus d'une opportunité ou d'un choix, mais il faut, nous disent les pouvoirs publics, il faut proposer des services numériques et des services en ligne. Alors, pour comprendre dans quelle mesure l'intelligence artificielle se met au service des métiers du droit, il faut comprendre que l'intelligence artificielle permet de renforcer l'identité des professions juridiques, que ce soit les professions juridiques réglementées, comme les notaires, les avocats ou les magistrats, ou alors des professions juridiques non réglementées, telles que, par exemple, les juristes d'entreprise, qui occupent une place très importante dans l'écosystème juridique. Et l'intelligence artificielle va justement renforcer l'identité de ces différentes professions de trois manières. Alors c'est assez schématique, mais ça correspond à peu près à ce que l'on retrouve dans la plupart des manifestations de l'intelligence artificielle en matière juridique. Il y a la proximité, il y a la sécurité, et puis l'efficacité. Voilà les trois valeurs, d'une certaine manière, qui caractérisent les métiers du droit, en tout cas les professionnels du droit. Au regard de la proximité, qui est le premier élément,
L'intelligence artificielle va permettre un meilleur accès à l'information et surtout renforcer l'égalité d'accès à l'information. Alors on le voit dans l'utilisation que font les juges, par exemple, des logiciels prédictifs. En tout cas, c'est de cette manière que les différentes entreprises vendent leurs produits, en expliquant que les logiciels prédictifs rendent visible ce qui était autrefois invisible et permettent une égalité de traitement, puisque quand il s'agit de déterminer des indemnités pour la réparation des dommages corporels, lorsqu'il s'agit de déterminer le montant d'une pension alimentaire, lorsqu'il s'agit d'évaluer une prestation compensatoire, eh bien, il n'est pas normal qu'on soit mieux traité à Paris qu'à Marseille. Et donc, l'idée d'un logiciel prédictif, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle pour rendre accessible ce qui ne l'était pas, et puis surtout permettre aux différents citoyens d'être traités de la même façon, au point que la plupart des justiciables interrogés, 60% à peu près, disent qu'ils préfèrent l'objectivité d'un robot à l'impartialité du juge. Ça permet également, cette intelligence artificielle, dans certaines hypothèses, un accès simplifié avec un professionnel qui est disponible en temps réel. C'est notamment le travail des chatbots ou des agents conversationnels. C'est de la petite intelligence artificielle, mais tout de même, c'est déjà de l'intelligence artificielle qui permet de poser des questions et au fur et à mesure des questions et des réponses qui sont données, de vous orienter vers le bon service. On permet ainsi au métier du droit d'être disponible à la disposition même du client et pas simplement disponible, puisque vous pouvez l'interroger à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit. Alors bien entendu, il faut faire attention puisque cette proximité est parfois une vue de l'esprit. Il y a une nouvelle forme d'illettrisme qu'on appelle l'électronisme. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à utiliser le numérique ou n'arrivent pas à se connecter sur un site quel qu'il soit. Et pas simplement des personnes qui n'ont pas l'habitude d'utiliser les ordinateurs. C'est juste parfois une question de génération ou de répartition des tâches au sein des ménages. Vous avez par exemple un grand nombre d'exemples où le mari s'occupait de la déclaration des impôts, de l'URSSAF. Il décède, eh bien l'épouse est totalement dépassée et ne sait pas du tout, parce que l'ergonomie ne lui plaît pas, elle ne sait pas du tout comment remplir sa déclaration d'impôt. C'est un exemple parmi d'autres, mais il y a pas mal d'études de sociologues qui révèlent justement qu'il y a une forme d'électronisme, et là ça va beaucoup plus loin, avec des personnes qui ne savent pas lire sur un écran, qui ne savent pas s'orienter sur un écran, et qui ne peuvent pas utiliser les outils numériques qu'on met à leur disposition. Alors, bien entendu, pour ce qui est de cette proximité, vous verrez que ça suppose des professionnels, et je verrai dans un deuxième temps, mais qu'ils revoient leur manière de travailler avec leurs clients. Ils vont devoir créer du lien, insister sur l'intelligence émotionnelle, être dans l'écoute active, donc des choses que certains professionnels n'ont pas l'habitude de faire, que certains professionnels ne connaissent pas parce qu'ils n'ont pas été formés à ce type d'intelligence. Ça, c'est la première valeur, la proximité. La deuxième est celle de la sécurité. Grâce à l'intelligence artificielle, on va renforcer la sécurité, sécurité des relations juridiques, sécurité des actes, sécurité des documents. Le premier élément, par exemple, est l'identité. De plus en plus souvent, en raison de la possibilité aujourd'hui d'habiter à distance et de travailler à distance, ou éventuellement même d'habiter dans un autre pays et de travailler dans un autre, eh bien vous avez un problème d'identité à distance, d'identité numérique, et beaucoup de professions du droit réfléchissent à cette question. Les greffiers des tribunaux de commerce ont déjà mis en place une identité numérique, les notaires ont également mis en place une identité numérique, et on développe beaucoup, surtout pour ces professions qui sont des officiers publics et ministériels, eh bien cette sécurité dans l'identité, puisque l'objectif c'est d'établir notamment pour les notaires des actes authentiques électroniques à distance, par visio, et sans présence, pour demain en tout cas, sans présence du notaire. Donc l'un des intérêts, c'est de mettre en place avec l'intelligence artificielle des mécanismes permettant de s'assurer que la personne qui est en face de vous est une personne qui manifeste un consentement libre et éclairé, qui est bien la personne que vous avez pu éventuellement répertorier dans vos fichiers, et tout cela suppose de mettre en place une intelligence artificielle. Est-ce que c'est une bonne chose pour ces professions? J'en sais rien, mais en tout cas, l'identité numérique, eh bien, fait appel à l'intelligence artificielle. Sécurité également, c'est l'intégrité des informations. L'intelligence artificielle, pour pouvoir fonctionner convenablement et pour que les résultats de l'intelligence artificielle soient appréciables, il faut que les données mises à sa disposition soient des données sécurisées. Vous imaginez, on a donné l'exemple tout à l'heure de ce chatbot qui avait été créé par Microsoft et qui, à force d'écouter tous ceux qui étaient sur les réseaux sociaux, étaient devenus fascistes. Eh bien, le danger, c'est cela. C'est qu'il faut que l'intelligence artificielle puisse fonctionner avec des données sécurisées. D'où, à l'avenir, et c'est un point que Guilhem Julia aura l'occasion de développer dans le cadre des cycles de conférences de la Cour de cassation, c'est l'occasion de combiner intelligence artificielle et blockchain. Et si on rend interopérables
tous les registres numériques qui existent aujourd'hui dans les professions, éventuellement entre professions, voire entre professions en France et à l'étranger. Si vous les rendez interopérables, les données qui figurent au sein de ces blockchains sont des données sécurisées, et avec l'intelligence artificielle, eh bien, vous allez pouvoir renforcer l'efficacité de ces différents dispositifs. Donc, la sécurité des informations suppose d'avoir des données sécurisées. Également, ce que permet l'intelligence artificielle, c'est de mettre en œuvre des opérations de contrôle. Là aussi, en termes de sécurité, c'est très important. Au sein de l'entreprise, mais pas seulement, vous avez ce qu'on appelle des contrôles de conformité. Il y a un certain nombre de process qui sont mis en place, dans le cadre de la RSE, de la compliance, ou encore du devoir de vigilance, et on se rend compte qu'avec de l'intelligence artificielle doublée parfois de smart contracts ou de blockchain, eh bien, vous pouvez avoir une mise en place de contrôle de conformité beaucoup plus efficace. Vous pouvez avoir également un contrôle de normativité. Vous avez des logiciels de rédaction d'actes intelligentes et qui permet au fur et à mesure de la rédaction, eh bien, de vérifier que vous n'êtes pas en train de rédiger une clause qui aujourd'hui n'est plus valable en raison d'une dernière décision de justice ou d'un texte de loi qui a été modifié. Donc ce contrôle de normativité est également renforcé. Vous pouvez avoir également un contrôle de compatibilité. Imaginez que vous soyez dans une entreprise avec 10 ans de contrat et 10 ans de conditions générales, et vous concluez un contrat qui, dans l'une de ces clauses, est contraire à ce que vous avez écrit dans un contrat passé ou dans des conditions générales passées. Grâce à l'intelligence artificielle, vous allez pouvoir opérer ce contrôle de compatibilité, que ce soit au sein même de l'entreprise, que ce soit avec des clients, que ce soit au sein d'un groupe avec différentes filiales, et on voit justement l'apport de l'intelligence artificielle. Intelligence artificielle qui permet également de renforcer l'efficacité, puisque très brièvement, l'idée de l'intelligence artificielle et du numérique d'une manière générale, c'est de réduire les coûts. En tout cas, c'est ce qu'on prétend. C'est-à-dire moins de collaborateurs. Ce qui est sûr, c'est que ça va réduire les coûts humains. Les coûts en fonctionnement, j'en suis pas sûr, mais en tout cas, en tant que les coûts humains, eux, vont être réduits considérablement, notamment parce que, tout le monde le dit, dans l'utilisation des logiciels, eh bien, les collaborateurs sont moins nombreux et toutes ces commodités qui peuvent désormais être réalisées par des machines, eh bien, justifient qu'on réduise les effectifs au sein d'une entreprise. Donc, c'est la conséquence première, mais il n'y a pas que cela en termes d'efficacité. L'efficacité, c'est également l'automaticité. On va pouvoir automatiser un certain nombre de tâches avec les fameux smart contracts, et je vois les étudiants du master numérique qui connaissent bien ces questions, mais le smart contract qui permet d'automatiser les transferts de fonds, par exemple, ou des sanctions, eh bien, permettront ainsi d'échapper à la mauvaise foi du co-contractant, d'échapper à l'aléa de l'humain, tout simplement, et puis essayer d'automatiser un certain nombre de tâches qui permettent de renforcer l'efficacité. Alors, une efficacité froide, certes, mais qui est recherchée par un certain nombre d'acteurs économiques. Et puis, en termes d'efficacité, c'est notamment au sein même de l'entreprise, et quand je parle de l'entreprise, ce sont des multinationales, ce sont des études de notaires, ce sont des cabinets d'avocats, dans lesquels l'intelligence artificielle permet d'avoir une réorganisation de l'entreprise pour essayer de répartir les tâches de manière beaucoup plus intelligente, pour apprécier le temps qui est perdu dans la réalisation de certaines tâches, qui permet de constituer ce qu'on appelle des contrats tech, c'est-à-dire une mémoire des clauses et des contrats qui ont été rédigés, et tout cela permet d'aller beaucoup plus vite et de ne pas se répéter en perdant du temps sur des actes qui avaient déjà été accomplis par ailleurs. Et donc on a une meilleure rationalisation finalement des relations au sein de l'entreprise et à l'extérieur de l'entreprise. Donc on le voit d'une manière générale, ce que va permettre l'intelligence artificielle, c'est de renforcer ce qui fait l'ADN des différentes professions juridiques. Cependant, et c'est ce deuxième aspect qui est tout aussi intéressant que le premier, c'est que ce principe d'innovation qui permet de montrer les bons côtés de l'intelligence artificielle au service des métiers du droit, eh bien, il y a un côté obscur de la force, puisque cette intelligence artificielle, si on ne la canalise pas, risquerait de remettre en cause ce qui fait aujourd'hui la singularité des professions du droit et risquerait à terme d'entraîner une disparition des juristes professionnels avec un produit droit qui serait fourni par des acteurs de la vie économique classique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Google ou Carrefour. Alors justement, puisqu'il y a des risques, on va essayer d'identifier ces risques ensemble, qui sont des risques incertains, d'où le principe de précaution, mais des risques tout de même qui peuvent se manifester, et essayer de voir dans quelle mesure le juriste professionnel pourrait éviter que ces risques demain ne se réalisent. Le premier risque, c'est le risque de déshumanisation. Parce que bien entendu, à partir du moment où vous allez déléguer un certain nombre de tâches à une machine, à une intelligence artificielle, eh bien, vous négligez dans une certaine mesure la relation humaine, l'intelligence émotionnelle.
Alors pour cela, justement, il faut revenir à un certain humanisme juridique, sans que le terme et le sens, en tout cas, soient exactement le même. L'humanisme juridique, c'est tout simplement considérer qu'il faut toujours accompagner l'intelligence artificielle de l'intelligence humaine. Il faut que l'homme garde la main, pour reprendre les termes du rapport de la CNIL, qui avait insisté sur ce point, de la même façon que le rapport Villani, qui conclut d'ailleurs sur le sens de l'intelligence artificielle, sur cette nécessité de concilier en permanence intelligence artificielle et intelligence humaine. Alors comment le fait-on? Eh bien, en formant les juristes à ce titre sur ce qu'on appelle les soft skills, c'est-à-dire les compétences douces, l'intelligence émotionnelle, l'imagination, la créativité, essayer de réfléchir à la relation client, à une meilleure relation client, être à son écoute, c'est la question de l'écoute active, essayer d'utiliser un langage clair, et ce langage clair est déjà une prérogative importante au sein de différentes professions. Je parle des magistrats qui travaillent sur ce langage clair pour se faire comprendre des justiciables. Les notaires eux-mêmes sont en train de réfléchir à une promesse de vente qui pourrait être rédigée avec un langage beaucoup plus clair. Au sein même de l'entreprise, vous avez des juristes maintenant qui se chargent de faire le lien entre les différents services, services financiers, services commerciaux, services comptables, et qui sont donc amenés à utiliser un langage de plus en plus clair, et on embauche un juriste pour un designer aujourd'hui au sein des grosses équipes des multinationales. Donc on voit bien que dans l'esprit, c'est recréer du lien là où le numérique pourrait créer une certaine distance. Autre risque, c'est un risque de standardisation. Dans la mesure où vous utilisez une intelligence artificielle qui n'est pas encore une intelligence artificielle forte, et où le machine learning et le deep learning n'est pas utilisé partout parce que ça a un coût, eh bien vous avez de l'intelligence artificielle assez moyenne et qui entraîne en réalité une standardisation des actes ou des décisions. Alors pour ce qui est des décisions, c'est la question des logiciels prédictifs que je n'approfondirai pas, mais à partir du moment où vous utilisez des logiciels prédictifs, vous allez construire l'avenir en vous appuyant sur le passé. Et donc vous négligez dans une certaine mesure la créativité, l'imagination, la création, le nouveau, l'innovation. Et d'ailleurs, certaines expériences ont été faites. Si demain le droit de la responsabilité reposait entièrement sur les logiciels prédictifs, eh bien vous auriez beaucoup moins de création en termes de préjudice, vous auriez beaucoup moins d'imagination pour ce qui est du lien de causalité, et pour ce qui est de la faute, elle serait purement normalisée, reposerait sur des statistiques, et n'aurait plus cette coloration morale, et qui laissait une certaine marge de manœuvre aux magistrats. Donc le danger avec l'intelligence artificielle à outrance, c'est une telle standardisation. Mais de la même façon dans la rédaction des actes. On voit bien que By Myself ou encore Cabinet Contract ou MyNotary.fr permettent de rédiger des actes simples, des actes prêts à porter, mais ne permettent pas de faire du sur-mesure. Et c'est là justement que le juriste a toute sa place. Il faut qu'il réinvestisse sa fonction de juriste et qu'il se concentre sur son cœur de métier, en insistant sur le conseil, en faisant preuve d'imagination, de créativité, en étant à l'écoute, comme je l'ai dit tout à l'heure, et en privilégiant les relations humaines. Et puis dernier risque de désintermédiation, parce que l'idée première de l'intelligence artificielle, c'est de dire qu'on n'aura plus besoin d'État, puisque la monnaie peut être créée dans le cadre justement des bitcoins ou des Ethers ou du Ripple, qui est une autre de ces monnaies. On n'aura plus besoin de personnes morales, puisque je peux créer une société sans personnalité juridique telle que le DAO. Je peux également m'assurer de l'exécution automatique d'un contrat par les smart contracts, donc je n'ai plus besoin d'un juge, je n'ai plus besoin d'un huissier. Je peux même avoir une certification des documents, voire une authentification des documents par la blockchain, et je n'ai donc plus besoin des greffiers des tribunaux de commerce, des huissiers ou des notaires. Donc voilà l'idée, en tout cas fantasmagorique, qui se développe dans l'esprit de certaines startups, de certaines legal tech. Mais tout cela est faux. Tout cela est faux parce que, en réalité, ce que permet le professionnel du droit, c'est de vérifier la validité d'un acte, de vérifier la pleine efficacité d'un acte, de vérifier la capacité d'une personne et le consentement libre et éclairé, ce que ne permet pas pour l'instant l'intelligence artificielle. On aura toujours besoin d'un juriste parce que quand vous prenez une DAO, par exemple, et que finalement il y a des détournements de fonds et que vous n'avez pas de personnes juridiques contre lesquelles agir, eh bien vous vous rendez compte que la réaction première d'un justiciable, c'est de dire je préfère avoir un système peut-être moins efficace, moins rapide, un peu plus coûteux, mais au moins au final, s'il y a un problème, avoir une personne physique ou morale contre laquelle je pourrais agir en justice. Et donc il y aura toujours besoin d'une personne qui est dans la vraie vie, même si c'est une fiction telle que la personne morale, et le système entièrement algorithmé n'est pas encore pour demain. Et puis surtout, la place des juristes est importante pour la rédaction des clauses contractuelles qui vont être le socle juridique de fonctionnement de l'ensemble de ces intelligences artificielles. Et donc on ne peut pas se passer en amont, du moins, de l'intervention de ces professionnels du droit. On assiste même à une réintermédiation de notre système avec la création de nouveaux tiers de confiance. Alors je prendrai un exemple, c'est cette catégorie qu'on appelle les oracles, qu'on a déjà évoqué avec les étudiants, qui consiste justement
pour certains d'entre eux en tout cas, à rentrer une information à l'intérieur d'une blockchain. C'est le talon d'Achille des blockchains, c'est-à-dire que les données qui sont à l'intérieur sont sécurisées, mais quand je dois le faire fonctionner pour un smart contract, en disant par exemple, si le train est en retard, alors je bénéficie automatiquement d'une indemnité. Eh bien, l'information qui est à l'extérieur, le train est en retard, eh bien, elle doit entrer à l'intérieur de la blockchain, et il faut que cette information soit elle-même vérifiée. D'où le travail de l'oracle. Et plutôt que l'oracle soit joué par un algorithme ou un logiciel, eh bien, cette mission peut être confiée à des professions réglementées, telles que les notaires, ou les greffiers des tribunaux de commerce, ou les huissiers, qui vont authentifier l'information avant de l'intégrer à l'intérieur du logiciel. Et voilà de quelle manière on réintermédie d'une certaine manière, comment on crée de nouveaux tiers avec ces nouvelles technologies. Et puis même lorsqu'il y aura des logiciels prédictifs, des logiciels de probabilité, le juriste ne perd pas son rôle, notamment celui de l'avocat, il va simplement modifier sa stratégie et il va partir des résultats du logiciel pour démontrer que les informations qui ont été intégrées dans le logiciel sont erronées, ou éventuellement expliquer, convaincre le juge qu'on a tout intérêt à statuer autrement parce que les faits ne sont pas exactement les mêmes, ou encore essayer de démontrer l'intérêt de faire évoluer la jurisprudence parce que le contexte et les circonstances ont évolué, et vous voyez, on continuera de dire que le droit est la plus belle école de l'imagination. Alors pour conclure sur ce point, pour concilier principe d'innovation et principe de précaution, eh bien il faut réfléchir au droit objectif qui va permettre d'encadrer cette conciliation entre intelligence artificielle et intelligence humaine. Il y aura très certainement de la régulation avec la mise en œuvre d'un certain nombre de principes. D'ailleurs, la Commission européenne s'est déjà engagée dans ce type d'entreprise avec, depuis avril 2019, l'expérimentation d'un certain nombre de principes que je n'évoquerai pas, mais que vous verrez dans la contribution écrite. Donc de la régulation. Il y aura également de l'autorégulation parce que les professions, notamment réglementées, n'acceptent pas de travailler avec des legal tech si elles ne s'engagent pas à respecter une certaine éthique, et notamment si elles ne s'engagent pas à respecter les règles déontologiques. Par exemple, les notaires ont mis en place une charte éthique pour labelliser les legal tech avec lesquelles elles vont pouvoir travailler. Je pense que c'est une autre manière, là aussi, de canaliser l'intelligence artificielle, parce que certaines legal tech ne sont pas très sérieuses, et il faut les éliminer en amont. Après la régulation et l'autorégulation, eh bien, il y a également l'importance de la formation et de l'éducation. Il faut justement très tôt, au stade de la formation initiale et de la formation continue, essayer non pas d'apprendre à coder, puisque ça ne sert strictement à rien, chacun son métier, mais de comprendre de quelle manière les informaticiens raisonnent, voire encourager le travail en commun et la collaboration, l'échange au sein même des entreprises entre les différents professionnels, et bien prendre conscience que le juriste de demain, ça ne sera pas simplement un juriste régulateur, très souvent considéré comme un trublion et un empêcheur de tourner en rond, mais le juriste de demain, avec ce monde numérique et l'intelligence artificielle, c'est un juriste entremetteur qui se chargera de mettre en connexion l'ensemble de ces espaces, espace numérique, espace commercial, espace financier, etc. Merci.